Et pour vous d'ailleurs, Natacha, la presse n'a pas du tout les yeux tournés vers le Parc des Princes, mais plutôt vers l'Italie. D'abord votre prono, vous n'allez pas y échapper quand même. Ah, aucun pronostic. Oh, si. J'aurais peur de leur porter la poisse, ce serait dommage. Alors, je vais faire très lâchement comme Julien, je vais dire 2-0. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de prendre nos rêves pour des réalités. Hein. Oui, mais d'accord, pardon, on s'y perd tous les Juliens. Oui, allez, ça c'est très compliqué. L'Italie donc, situation électorale compliquée. Oui, l'Italie tout simplement parce que les journaux d'hier avaient bouclé dimanche soir, donc ne pouvaient pas en parler. Donc ils en parlent ce matin et tout le monde en parle. Le Monde déjà qui titre Cataclysme électoral en Italie et Le Figaro, les partis anti-système créent le choc en Italie. Alors l'humanité on va un peu plus loin, austérité, crise politique, racisme, un désastre à l'italienne. Et visiblement, tout le monde, aujourd'hui, tous les éditorialistes, insistent sur l'effondrement de tout ce en quoi ils croyaient. C'est ça qui est très frappant. Ils ont l'air de découvrir la Lune. La Voix du Nord, par exemple, écrit sous la plume de Jean-Michel Bretonnier, depuis la création de l'Europe des Six, l'Italie est le pays où l'opinion fut toujours la plus favorable à l'Union. Sans doute désireuse, comme l'Allemagne, de faire oublier qu'elle fut dans le mauvais camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on comptait sur l'Italie, tout s'effondre. Et Libération choisit de consacrer sa une à Matteo Salvini, l'Italien qui fait trembler l'Europe. Parce que, avec bien sûr, une photo, la photo qui fait peur. Il s'agit de montrer, derrière vous entendez les bruits de bottes, vous entendez le retour de la bête immonde. Il y a à peu près tous les clichés possibles. C'est-à-dire que ce qui est un peu surprenant, c'est que Libération constate que le dégagisme a gagné l'Italie, que c'est un échec de la social-démocratie, mais on ne saura pas pourquoi. Voilà. Et alors, il y a une dénonciation du populisme. C'est très mal le populisme parce que le populisme, nous dit l'éditorial de Libé, demande des protections, des limites pour protéger l'intérêt du peuple, le seul souverain. Ouais. Bref, c'est pas bien. Et donc, Libé nous dit qu'il faut attendre du couple franco-allemand tout ce qu'il peut faire pour retrouver son rôle moteur. Parce qu'il y a déjà eu un rôle moteur d'un couple franco-allemand. On le sait, en général, la presse française y croit beaucoup. La presse allemande n'a jamais entendu parler du couple franco-allemand. Alors, dans la Charente libre, Maurice Bontinck continue. Il parle des démocraties libérales à l'est de l'Europe. Il dit que tout ça, évidemment, est en train de s'étendre. C'est un scrutin qui révèle la mission aujourd'hui impossible de créer une Europe aux valeurs communes à cause de ces certitudes économiques et morales qui ont désormais un effet repoussoir sur lequel prospère un contre-projet culturel, celui du repli national. Donc, encore une fois, voilà, on nous dit que c'est pas bien, mais sauf que comment ça arrive? L'opinion parle surtout des 7 leçons pour Macron. Par exemple, cette étoile filante, Matteo Renzi, qui est tombé sur un référendum sur les institutions. Pourtant, lui aussi, il allait sauver l'Italie, l'Europe, etc. Terminé. La question des migrants, qui est devenue cruciale. C'est ce qui explique d'ailleurs le changement de pied d'Emmanuel Macron par rapport à sa campagne, nous dit l'opinion. Et puis, les bons résultats économiques ne font pas une victoire. Mais dans son éditorial, Nicolas Bétou constate surtout les Italiens viennent de se prononcer contre l'Europe à plus de 50%, soit à peine plus que les 48,6% de Français qui, à la présidentielle, s'étaient portés sur des candidats anti, dont certains prenaient même une sortie de l'euro. Alors, Nicolas Bétou évoque Jean-Claude Juncker qui, dit-il, au lendemain de chaque scrutin, pousse un ouf de soulagement en évitant prudemment de s'interroger sur sa responsabilité de président dans ce rejet massif. Et oui, il serait peut-être temps de s'y mettre, nous dit-il. Et dans le Figaro, Arnaud Delagrange, là aussi, se tourne vers l'Allemagne. Hier, écrit-il, Angela Merkel a dit vouloir redonner une voix forte à l'Allemagne en Europe. Il reste à souhaiter qu'elle soit audible. Là encore, jusqu'à présent, on n'est pas sûr que ça ait donné des résultats assez probants. La preuve par l'Italie. En tout cas, pour une fois que vous êtes d'accord avec Nicolas Bétou, c'est intéressant de le souligner. Oui, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Pendant que l'Italie se déchire, le monde, lui, se réarme. C'est pas beaucoup plus rassurant. Hein. Non, et c'est même beaucoup plus important sans doute, parce que ça, pour le coup, personne n'est en train de regarder de ce côté-là. C'est Renaud Girard qui le fait dans sa chronique du Figaro. Il parle de la néfaste reprise à la course aux armements. Il nous rappelle que le 2 février, il y a eu la publication par le Pentagone de sa nouvelle posture nucléaire, et notamment de la volonté de mettre en avant des armes de faible puissance, donc pour une guerre nucléaire localisée, qui ne soit pas l'apocalypse finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut frapper la Corée, qu'on peut frapper l'Iran, mais
un petit bout. On ne va pas déclencher l'apocalypse. Frappe nucléaire chirurgicale avec 25 000 guillemets, quoi. Et le 1er mars, c'est le discours de Poutine devant la Douma. Eh bien, la moitié du discours a été consacrée aux questions de défense. Et Vladimir Poutine, de son côté, a mis en avant un nouveau type de missile de croisière quasiment indétectable et surtout 3 autres types d'armes dont les cibles potentielles étaient que américaines. Donc, il y a une montée des tensions. Il faut absolument que l'Union européenne s'intéresse à ça, regarde quelle sera sa position face à ça. Renaud Girard parle de cette frustration, cette paranoïa russe que les Occidentaux ne prennent jamais en compte. C'est-à-dire qu'il dit que les torts sont partagés, en fait. Et parce qu'en face, on a des néoconservateurs américains totalement obsédés par la Russie. La planète, dit-il, n'a nul besoin de davantage d'armes nucléaires, mais elle a un besoin criant de diplomates. Et visiblement, ça manque. Alors ça manque d'autant plus que derrière les diplomates, normalement, il y a des politiques qui doivent avoir une vision. Et là, il y a un autre article du Figaro qui nous dit que c'est pas non plus gagné. L'article s'intitule les aspirants énarques jugés conformistes. En fait, le rapport du jury de l'ENA s'inquiète. C'est-à-dire que apparemment c'est encore pire qu'avant. Donc le jury commence à s'inquiéter. Il trouve que, en gros, les candidats récitent des chiffres. Ils alignent tous les mêmes formules sans jamais les expliquer, les justifier, les remettre dans leur contexte. Ils donnent ce qu'ils supposent être la bonne réponse. Par exemple, le jury dit ils ont presque tous considéré que la décision de la mairie de Paris de fermer à la circulation les voies sur berge était bonne. C'est-à-dire que ce n'est jamais discuté parce que c'est progressiste, c'est écologiste, donc c'est bien. Il présente l'Union européenne comme un ordre établi qui ne pourrait être différent. Donc c'est sûr que face, par exemple, au vote italien, on ne sait pas très bien comment ces jeunes gens réagiraient. Et dans une dissertation qui avait pour sujet « Peut-on faire confiance au pouvoir public ?», le jury s'étonne de ne pas voir une seule référence aux manifestations contre le mariage pour tous, qui ont quand même été un clivage dans la société française assez majeur. Donc on peut, c'est vrai, se scandaliser de la montée des populismes en Europe, mais si les politiques, les futurs politiques sont incapables de comprendre pourquoi ça se passe comme ça ne va pas aller loin. Moins d'1 minute pour l'article du jour, celui qu'il ne faut surtout pas rater, Natacha. C'est dans Les Échos, quand l'intelligence artificielle fait parler les morts. Il y a un Américain et une Russe qui ont eu la même idée. Le premier a perdu son père d'un cancer, mais il avait enregistré des heures de conversation avec lui. Alors il a créé un dadbot, c'est-à-dire un bot, vous savez, c'est un logiciel de conversation. Et donc avec les mots de son père, eh bien, le logiciel lui répond comme s'il était son père. Et la jeune Russe, elle a fait pareil avec son fiancé. Alors en fait, les sociétés modernes ont totalement gommé les rituels qui permettent d'accepter la mort et le résultat c'est ça, c'est qu'on préfère l'artifice de la technologie pour combler le vide créé par la technologie.